Bienvenue Noah Parker. Merci beaucoup, merci de me recevoir. Merci à Bonjour Québec de présenter l'épisode et la saison complète, grandement apprécié. Noah, t'es comédien. Exactement. T'as fait les films La femme de mon frère de Monia Chokri, La déesse des mouches à feu, Comme le feu qui vient de sortir. T'as fait les séries 30 vies, L'échappée, La faille, Le 422 et Bracelet rouge. Ouais. On s'est connus sur Bracelet rouge, saison 1. Une série que là, ça vient de finir après 3 saisons, je pense. Ouais. 3 saisons. On a développé quand même, vu que tu étais l'acteur principal de Bracelet rouge, on a quand même développé une bonne chimie parce que c'était un plateau que je me suis senti bien parce que Yann Englund était là. Ouais. Puis on en a parlé dans l'épisode. Yann Englund, il y a ce don-là de rendre les gens très confortables. Très confortable. Puis on a eu une bonne chimie juste de faire des photos. Fait qu'on s'est amusé beaucoup. Puis j'avais découvert Gregory Williams à ce moment-là. Greg Williams, qui m'avait beaucoup inspiré pour te shoot. Ouais. Puis il y a encore des photos de ce tournage-là qu'à ce jour, je les adore. Surtout la photo de toi qui te fait raser. Ouais. C'est fou ça parce que c'était la dernière journée de tournage. J'ai genre mes mains de même, là, comme un genre de vieux boxeur. Là. Ouais. Fait que, je suis vraiment content d'avoir fait ces photos-là. Puis ça l'a mené au fait qu'on a un petit groupe qui s'appelle Culture Heads. Oui. On va en parler publiquement, mais c'est moi, toi, Zach Zoya puis Antoine-Olivier Pilon. Oui. Une fois par mois ou par 2 mois, on va au Darling puis on parle de culture. Exact. Les Culture Heads avec un Z. Exact. T'es un grand passionné. De ce que j'ai découvert de toi depuis, c'est que t'es un énorme passionné de cinéma. Mm-hmm. Puis j'ai énormément de respect pour toi parce que je vais en parler, mais quand je t'ai vu dans 6 degrés la première fois, je suis comme voir qu'on a un acteur comme ça au Québec. Ah ben là, merci. Et deuxième chose, c'est que t'as pris une grosse décision dans les 2 dernières années que t'as suivi ton cœur, puis j'ai beaucoup de respect pour les gens qui suivent leur cœur, puis qui suivent leur cœur, puis font des décisions qui sont difficiles. Il faut, man. Il faut. Mais on va revenir à cette décision-là. Oui. Je me souviens, la première fois que je t'ai vu jouer, c'est littéralement dans 6 degrés. Mm-hmm. 6 degrés, tu jouais... C'est une série écrite par Simon Boulris. Tu jouais Léon. Ouais. Une personne à majorité aveugle. Ouais. C'est mal dit, là, mais... Personne malvoyante. Malvoyante. Voilà. Qui voit juste 6 degrés de périphérie. Exact. Fait que nous, on voit 180 degrés. Lui, il voit 6 degrés. C'est comme voir, tu sais, le quote du show qu'on disait tout le temps, c'est comme voir à travers une paille. Exact. Exact, ouais. Puis Simon Boulris, pour il fait des fois des séries. Il est incroyable. Quel écrivain est prolifique, là, dans le sens, il écrit des séries, des livres sans arrêt. Ouais, il y a une super plume. Ah, c'est une usine, Simon, mais il y a une très, très belle plume. Là. Mm-hmm. J'avais adoré Chouchou. Oui. Ah, Chouchou, ben oui, avec Lévi et Evelyne, incroyable. Il avait gagné scénario, meilleur scénario. Mais tout ce que Passego fait, la boîte de prod Passego fait, c'est assez cool. Ouais. D'ailleurs, j'aimerais ça travailler avec un jour. Est-ce que c'était pas 6 degrés qui faisait Passego? Non, c'était encore. OK, ouais, c'est vrai. C'est encore. Puis c'est ça, fait que tu joues une personne aveugle et quand je t'ai vu jouer, je suis comme, voir qu'on a ce talent-là au Québec et non à Hollywood. Ah, ben là. Parce que c'est quand même fou comment comme t'es vraiment dans le personnage. Écoute, j'ai eu beaucoup d'aide. Mais c'est ça, ma question, c'était comment a été la préparation pour jouer une personne aveugle? Ben, une chance qu'on avait du temps de préparation sur ce show-là. On a surtout... Moi, j'ai travaillé avec un gars qui s'appelle Méridic Forêt, que le personnage de Léon est un peu inspiré de Méridic. C'est quelqu'un que Simon Boulris connaissait avant. Lui a un peu un diagnostic comme Léon, donc il voit partiellement. Je pense que lui, c'est comme quelque chose comme 2 degrés d'un œil puis 5 de l'autre, un truc du genre. Mais on est allé chez Méridic, puis moi, j'ai fait un travail d'observation là-bas. En fait, je me suis assis avec lui, puis on a jasé, puis j'ai parlé de, tu sais, c'est quoi sa vie au quotidien, qu'est-ce que lui, il fait, tu sais, comment il se déplace, c'est quoi ses trucs. Le truc le plus fou, je me rappelle, c'était il claquait des doigts. Puis il était capable de repérer avec le son. Ça, c'est insane. Ce qu'il y avait autour de lui. Ça, c'est insane. Fait qu'il rentre dans l'appartement de Hervé Baillargeon, qui est le réalisateur. Il rentre dans son appart. Il n'a jamais été là. Puis il voit pas très bien. Là. Puis il fait... Il y a un tapis là. Il y a un divan là. Ça, c'est insane. C'est fou. L'éco-localisation, comme les chauves-souris, en fait. Ouais. Et les dauphins, je pense. Et les dauphins. Donc... Ça, je l'ai intégré au personnage de Léon. J'étais comme, tu sais, c'est cool. C'est Léon, il peut, tu sais, il fait ça de temps en temps. Il m'a appris à manœuvrer la canne. OK. Il m'a appris... En fait, j'ai un peu emprunté sa posture à Méridic pour jouer Léon. Puis après ça, tout ce qui est venu... tout le reste, c'était en fait, j'ai eu des lunettes... on m'a donné des lunettes de l'Institut Nazareth pour les gens qui sont malvoyants et, je pense, souris-muets. Okay. J'ai pas envie de me tromper, mais ça fait un bout là, que je suis plus sur ce plateau-là. Mais bref, ils m'ont prêté des lunettes. Puis j'ai tapé un bord. C'était 6 degrés, mais des 2 bords, fait que 12 degrés. Puis j'ai tapé un bord, puis j'ai porté chez nous. C'est fou, ça. Puis je me suis filmé. Genre, comment je lisais, comment je me déplaçais. Ah ouais? Ouais.
Fait que après ça, j'ai gardé ce genre de posture-là. Puis Léon, il est tout le temps un peu, tu sais, il regarde tout le temps un peu ses trucs de même parce qu'il voit juste d'un œil, il est un peu penché. Il est tout le temps un peu en posture de comme, est-ce que, tu sais, je vais peut-être foncer dans quelque chose. Il est tout le temps prêt à prendre un coup. Parce que c'est ça qui arrive, hein, quand tu vois pas très bien, je veux dire, tu t'enfarges dans des trucs. Fait que ça a été pas mal le travail de préparation pour le personnage de Léon. Ouais. Je sais pas si je te l'avais dit, mais j'avais fait une série juste avant la pandémie. Oui. Qui était, comme ça a été publié 1 an après la pandémie, puisque la pandémie prenait beaucoup d'espace médiatique. Mais j'avais suivi 6 personnes aveugles en hiver. OK. Puis voir comment ils réagissent, parce que pour nous, l'hiver, c'est difficile là, pour tout le monde. Puis pour eux autres, comment ils font. Puis c'était tellement hallucinant. Les gens avaient tellement des réalités différentes. Certains adoraient l'hiver, d'autres détestaient l'hiver. C'est juste les bacs bleus qui sont dans le chemin. Été, en hiver, c'est encore pire. La glace, c'est hallucinant. Oh mon Dieu, je peux même pas imaginer. Là. Je peux même pas imaginer la glace. Puis je sais pas si ça a le rapport, mais tu sais, des fois, la neige, ça a un effet assourdissant. Tu entends moins bien parce que le son voyage moins bien à travers la neige. Donc je me demande, tu sais, si des fois, ils entendent pas des trucs parce que des fois, ils se réfèrent beaucoup à leur... c'est drôle que tu dis ça parce que Alvin... une des personnes que j'ai suivies a dit qu'il adore les tempêtes de neige parce que on entend tout est calme, tout le monde ralentit, les gens sont moins agressifs, puis ils trouvent que c'est vraiment un moment de sérénité. Je suis d'accord avec lui. Puis moi aussi, maintenant, je suis un grand fan de tempêtes de neige. J'adore les tempêtes de neige. Ah, man, j'ai tellement hâte à la prochaine. Là, on a eu de la pluie, c'est comme, mais man, go, la neige, là. Moi, j'adore la neige. Dès qu'il y a une tempête de neige, comme j'embarque sur mon fatbike puis je sors. Ah, man. Je monte le Montréal. 100%. Même conduire dans la neige. Moi, ça me rappelle les souvenirs d'enfance, on dirait. Ouais. Quand j'étais petit, là, puis je me rappelle d'être dans le parking, genre du Toys R Us avec mon père, dans le temps des fêtes, puis des grosses tempêtes de neige, puis t'entends pas grand-chose, puis il fait déjà noir, puis t'as juste le petit lampadaire qui fait de la petite lumière jaune sur la neige. Je sais pas, j'aime beaucoup ça. C'est nostalgique pour moi. T'as le droit de dire non. T'es-tu game de me dire une phrase à la Léon? Une phrase à la Léon. Ben, faut juste que j'en retrouve une. Mais dans le sens, avec le mimique de... tu peux dire n'importe quoi. Une phrase comme si ta relation avec l'hiver. Ah, mais non, je sais pas. Ça fait longtemps. C'est tough, ça fait longtemps. OK, Jake, je vais y penser. Je vais essayer de me remettre dedans. Peut-être d'ici la fin du podcast, je vais être capable d'en faire une. Parfait. Après, pas directement après, mais dans le sens, il y avait aussi Brassé Rouge, aussi produit par Encore, qu'Anne Englund a lancé, puis après, qui est parti pour travailler sur d'autres séries pour HBO. Exact, pas pire contrat. Ouais, pas pire contrat. L'affaire, c'est que tu jouais avec pas de cheveux, parce que un patient atteint du cancer. Oui, j'avais un cancer sur ma jambe droite, je pense. Fait que tous les jours en rentrant, fallait que tu te rases les cheveux. Au bic. Ouais, rien. Rien de moins que le bic. Ouais, je pense pendant quoi, 5 mois? Ça, c'est fou pareil. 4-5 mois? Ouais. Ben écoute, man, tu sais, si on veut, je veux dire, un bald cap, des fois, ça paraît mal. Le bald cap, c'est le truc qu'on met sur notre tête pour... tu sais qu'il y a des acteurs qui veulent pas couper leurs cheveux, tu sais, c'est genre... du make-up effects, là. Mais en tout cas, non, moi, j'ai décidé. Ben, en fait, on a décidé. Et la prod a décidé aussi parce que c'était moins cher de nous raser tous les matins que de nous mettre des bald caps. Plus facile à maquiller aussi. Mais oui, man, chaque matin, bic, puis après ça, maquillage de visage, maquillage de tête. Ensuite, le genre de... Pour que toute la peau soit fluide. Oui, puis moi, j'utilise jamais ça, mais du hairspray. Ouais. Pour matcher le teint de peau, parce que, tu sais, évidemment, ici, on bronze jamais. Hein? Fait que le teint de peau est beaucoup plus pâle que celui de notre visage. Donc oui, chaque matin, on faisait ça. C'était quelque chose. On arrivait comme 2 heures, 3 heures en avance chaque jour. Des grosses journées. Malgré que les gars, on est plus flexibles par rapport à nos cheveux. Notre relation par rapport aux cheveux, je pense que se raser, c'est beaucoup moins pire que, mettons, une femme qui se rase. C'est sûr que on a une différente relation avec les Mais j'avoue que, là, j'imagine. Justement, aller comme complètement rasé, c'est quand même une game différente. Est-ce que tu trouvais ça difficile mentalement? Ben... D'accepter, tu sais, parce que quand même, t'as été pendant des mois et des mois tête rasée. Je pense que j'ai eu genre 2 semaines de comme, man, je vais me raser les cheveux, man, ça va comme... j'avais jamais vu à quoi je ressemblais les cheveux rasés, donc j'étais comme, est-ce que je vais être... J'ai-tu un beau crâne? J'ai-tu une belle tête? Puis après ça, ben, après les 2 semaines, j'ai comme fait, God, it is what it is. Allons-y, fonçons, puis je l'ai fait. J'ai beaucoup porté de bandana pendant ça m'a comme c'était un look que j'ai adopté, c'était le bandana sur la tête parce que pas parce que j'étais conscient de mon crâne puis parce que ça paraissait mal, mais parce que j'avais des commentaires de gens qui venaient me voir pour savoir si j'étais réellement malade. C'est fou ça.
Donc, juste pour éviter certains regards, mais ça aurait pu aider à mon jeu, hein. Tu sais, ça aurait pu m'aider, moi, à me mettre plus dans la peau de Justin, de comme constamment avoir ce regard-là, cette perspective des gens qui pensaient que j'étais vraiment malade. Mais non, j'ai mis un bandana, puis j'ai dit... Moi, Justin ne se transporte pas hors du plateau de tournage. Donc, c'est aussi la barbe, tu sais, l'affaire que tu perds ta barbe, qui est quand même une signature de toi. Ouais, non, j'ai rasé ma barbe. Mais là, ça fait une couple de rôles que je suis obligé de raser ma barbe. Tu sais, Léon aussi, il est imberbe. Léon, il a quoi, 16-17 ans. Justin, tu sais, il fait de la chimio, fait que c'est sûr qu'il n'y a pas de barbe. Donc, ouais, man, écoute, quand ça vaut la peine, on le fait. Là. En plus, ton personnage, cancer de la jambe. Ouais. Donc, tu jouais avec une jambe. Ouais, je jouais avec une jambe. Puis l'affaire, c'est que c'est un mélange d'effets spéciaux. Mettons, quand tu peux pas enlever la jambe, tu joues avec un green screen, mais une green Exactement. leg. Mais maintenant que le plateau est fini, j'imagine qu'on peut vraiment parler des effets spéciaux, de comment on faisait ça. Tu sais, j'avais un bas vert qui montait jusqu'au genou. J'avais une attelle qui passait en dessous de mes vêtements qui accrochait ma jambe pour qu'elle soit tout le temps pliée de même. Fait que toute la journée, on avait soit des fauteuils roulants ou des cannes, des béquilles, excuse-moi. Puis ça, c'était quelque chose quand même. Là. Genre, on venait, les jambes engourdies, les crampes. Parce que tu marchais sur ton genou, dans le fond. Pas mal, man. Puis oui, quand j'avais l'attelle, c'est ça, la prothèse, je marchais avec mon genou. Mais oui, c'était quelque chose, là. Je sais pas comment Anthony a fait 3 saisons, man. Oh my God. Anthony Terrien, shout out to you, man. En plus, j'avais publié des photos comme un peu après la sortie de la première saison. Ouais. Puis Yann England m'avait dit Oli, tu peux enlever ça, s'il te plaît, parce qu'on voit les je veux pas qu'on pieds. voit encore justement comment ça a été fait parce qu'il voulait garder la magie. Hey, comme il y avait du production value dans cette première saison-là, ben, je veux dire toutes les saisons, mais c'était un projet ambitieux, là, c'était tellement cool. Ils ont flippé tout le vieux monastère en hôpital, ça lookait bien. Moi, j'ai vraiment beaucoup d'appréciation pour ce projet-là. Vraiment, c'était incroyable la première saison de Bracelet Rouge. C'est ça, il faut dire que dans le West Island, tu as un monastère sur Boulevard Gouin, que c'était le monastère de sœurs. Exact. Un couvent pour sœurs. Ouais. Ils ont tout transformé en hôpital. Tout transformé en hôpital, puis t'es sur l'eau, là. C'est super beau comme endroit, c'est incroyable. Mais ouais. C'est fun que ça soit la base, tu sais, que comme on chill là-bas, puis on retourne au même spot. Toutes nos loges sont là, tu sais, toutes les temps, on peut, tu sais, les loges, c'est où on se repose entre les scènes ou peu importe, tu sais, on avait chacun notre spot, fait que c'était très cosy, c'était très familial. Chaque matin, c'était comme c'est le fun d'y aller. Là. En même temps, j'adore shooter en loc où on est tout le temps éparpillé, là, même que je pense que j'aime mieux ça. Mais il y a quelque chose de rassurant quand chaque matin, tu sais exactement où tu t'en vas, il y a une petite routine qui s'installe. Fait que c'est comme c'est apaisant avant de jouer des grosses scènes, mettons, où est-ce que tu shootes en loc, t'as une scène où il faut que tu brailles, t'as une scène où il faut que tu fasses ci ou quoi que ce soit. Il y a comme ça vient avec une charge mentale, puis avoir ton endroit, ton petit endroit de recueillement, c'est le fun, tu sais. Puis la série aussi, beaucoup de succès. Oui, la série a énormément de succès. Ouais, c'est incroyable. Une des séries les plus écoutées à l'époque, il y a 3 ans. Ouais, sur TVA. Ouais. C'était quelque chose. Est-ce que tu t'ennuies de ta chaise roulante? Est-ce que je m'ennuie de ma chaise roulante? Oui et non. J'ai appris à faire des tricks avec ma chaise roulante. J'avais du fun sur le plateau, tu sais, des petits wheelies, tu deviens super habile. Mais il y a comme une partie de moi qui efface un peu. Quand c'est fini, quand c'est fait, j'efface un peu tout ce qui s'est... J'essaie de... Quand le deuil est fait, j'y pense plus vraiment. Ouais. À part Léon. Léon, c'est dur. Léon, pour 6 degrés, c'est dur. Ah ouais? Ouais, j'y pense que c'est tellement un beau projet. C'était tellement des textes intelligents. On était une famille à la fin. Il y avait tellement d'amour sur ce plateau-là que... Puis c'est un des rôles qui m'a comme permis de montrer ce que j'étais capable de faire. T'sais. Puis j'ai eu une belle reconnaissance. Donc c'est sûr qu'il m'a beaucoup amené ce rôle-là. Donc je remercie Simon et toute l'équipe parce que c'est un projet coup de cœur, c'est sûr. Dirais-tu que c'est le rôle le plus challengeant encore à ce jour que tu as fait? Niveau physique, mettons le jeu physique, oui. Psychologiquement, non. Je te dirais que c'est comme le feu. Le dernier film qui sort, qui est déjà sorti, en fait. Je pense que ça, c'était mon projet qui était le plus dur psychologiquement. Puis on va en parler de ça parce que j'ai plein de questions par rapport à ça. Puis là, l'affaire, c'est que évidemment, ça a bien marché saison 1, fait qu'il était supposé avoir une saison 2. Ouais, pour Bracelet Rouge. Bracelet Rouge. Puis là, l'affaire, c'est que t'étais dans un dilemme. Exact. Raconte-nous le dilemme. Est-ce que ça a déjà été dit au grand jour? Ouais, ça a été médiatisé, ça a été dans les un peu les journaux à Potin, les journaux de TVA, le 7 jours, la semaine. Je pense qu'il y a même eu un article du Journal de Montréal. Bref. Québécois. Tout Québécois. Québécois, en fait, voilà.
Ce qui est arrivé, c'est que entre la saison 1 et 2 de Bracelet Rouge, moi, j'avais auditionné pendant la saison 1 pour le prochain film long-métrage de Philippe Lesage, Comme le feu, qui est le personnage principal de ce film, avec un excellent scénario que j'avais lu, que j'avais trouvé incroyable, que j'étais comme... Je voulais tellement ce rôle-là. Puis ça a pris un bout de temps, en fait, avant que j'aie une réponse par rapport à ce film-là. Puis j'ai eu la réponse entre les 2 saisons. Puis j'avais pas signé encore de contrat pour Bracelet Rouge saison 2, mais il y avait comme une entente éthique, morale, que j'allais revenir. J'ai fait le choix de faire le film. J'ai fait le choix de faire le film parce que, je suis un grand cinéphile, je suis passionné de cinéma. Philippe Lesage, c'est un de nos grands réalisateurs au Québec. Je pense qu'il passe un peu sous le radar, honnêtement, mais Les Démons Jeunesse, c'est des grands films. Il est reconnu à l'international pour chacun de ses films. Puis des fois, malheureusement, ici, il n'y a pas la même reconnaissance. Mais bon, bref, ceci dit, moi, j'admire le travail de Philippe Lesage. Je trouve que c'est un grand réalisateur. Puis c'était un honneur pour moi de travailler avec lui. Donc, j'ai décidé de suivre mon cœur puis de faire le film de Philippe, Comme le feu. Parce que c'est rare que... ça arrive combien de fois dans une vie que tu peux faire le lead d'un film? Honnêtement... Tu peux compter sur le nombre de tes doigts, le nombre d'acteurs québécois qui ont la chance d'être un lead dans un film. T'sais. La série, il y en a un peu plus. Il y a un peu plus de fiction. Il y en a de plus la chance de décrocher un lead, je pense, dépendant des rendus dans ta carrière. Mais un film, c'est tellement rare, fait qu'il faut que tu chérisses ces opportunités-là. Puis quand ils se présentent, je pense qu'il faut que tu les prennes. Puis c'est ça que j'ai fait. Puis ça a créé un petit drame avec Bracelet Rouge. Puis j'ai aucune rancune, puis j'espère qu'ils en ont pas non plus envers moi, parce que le film marche super bien. On a gagné le Grand Prix du jury international à Berlin, qui est un très, très grand festival. Le film, c'est comme le Holy Trinity. Il y en a 3 très, très gros en Europe. Il y a Cannes, Venise, Berlin. Donc, on s'est fait... ça voyage, ce film-là, puis je pense que j'aurais vraiment... Je me serais tiré dans le pied de dire non à Philippe. Puis de fait, ça a avancé ma carrière. Là. Je travaille beaucoup plus en cinéma maintenant qu'auparavant. Puis je me suis challengé. Alors voilà, c'est dit, c'est fait. C'est pour ça, qu'est-ce que j'ai dit au début, que je disais que j'ai un grand respect pour toi parce que tu as suivi ton cœur, c'est littéralement parce que on était au Darling, tu réfléchissais à voix haute avec nous. Puis... Dans un meeting de Culture Heads. Ouais, un meeting de Culture Heads. C'est tough, tu sais, c'est pas des choix qui sont faciles à faire. Non. Parce qu'évidemment, tu voudrais être gentil avec tout le monde tout le temps. Ouais, puis j'adorais la série, tu sais, j'adorais travailler avec ce monde-là. Là. C'était devenu ma famille, là, tu sais. C'est tellement bon, c'était tellement bon, Bracelet Rouge saison 1, mais tu sais, voilà, il faut que tu fasses des choix à un moment donné. Ouais, c'est tough. Mais merci de renchérir mes choix. c'est le fun d'entendre. Puis je pense que j'ai fait le bon choix. Là. Aujourd'hui, on peut confirmer que tu as fait le bon choix. Et voilà. Et on peut confirmer que j'ai fait le bon choix. Voilà. Avant qu'on rentre dans Comme le feu, que représente le cinéma pour toi? Question large. Question très large, oui. Ben, le cinéma, pour moi, ça représente beaucoup de choses. Moi, c'est une sphère complète de ma vie. Mettons, ma vie, c'était une tarte, là. C'est comme peut-être un tiers de ma vie, le cinéma. Depuis que je suis tout petit, j'adore les films. Je veux dire, pour moi, il n'y a rien de mieux que de me recueillir devant un film que j'adore, puis m'asseoir là, puis juste être emporté dans un autre monde pendant 1h30, 2h30, peu importe. Je me rappelle quand j'étais jeune, souvent, j'ai une collection de films à mon chalet, moi, puis un chalet familial, là, pas mon chalet, le chalet de la famille. Puis je me rappelle que de pouvoir m'enchaîner 3-4 films dans une journée. Puis je me rappelle de retourner à l'école ensuite, genre au secondaire 1, secondaire 2, puis mettons le film qui m'avait le plus marqué, c'était Goodfellas dans ce temps-là de Scorsese. Je me rappelle de jouer Ray Liotta à l'école, d'arriver à l'école en Ray Liotta, puis comme éviter comment il parlait, puis d'essayer d'être lui pendant comme une semaine avec mes amis, tu sais, le monde était comme, qu'est-ce que tu fais, man? Je sais pas, c'était comme naturel, je voulais être lui. Les films restaient avec moi pendant vraiment longtemps, puis j'ai comme réalisé à travers ces émotions-là, puis le fait que ces films-là restaient avec moi, que c'est peut-être ça que j'avais envie de faire dans la vie, tu sais, jouer, en fait. Puis, donc voilà, maintenant, c'est autant au niveau hobby, mettons mes hobbies, j'adore écouter des films, je vais au cinéma, peut-être, j'essaie d'y aller presque à chaque semaine, là. Je réussis pas tout le temps, mais j'essaie d'aller voir le plus de films possible, mais là aussi, ça fait partie de ma vie professionnelle, donc je suis vraiment chanceux de faire le métier que je fais, là, dans le sens, je pense que je me verrais faire
rien d'autre au monde. Te souviens-tu du premier film que tu as vu au cinéma? Le premier film que j'ai vu au cinéma? Je me rappelle un des premiers films qui m'a vraiment marqué. Que j'ai vu au cinéma, c'est Django. J'avais 13 ans. Ah ouais? 12-13 ans, ouais. 13. Je me rappelle d'avoir demandé à ma mère d'aller le voir. T'es-tu accompagné? Parce que je pense que c'est pas un PG-18. Non, c'était pas... Ouais, non, j'ai été accompagné, moi puis mon ami. On est allé voir Django, puis j'ai demandé à ma mère ensuite qu'on achète le DVD. Je pense que c'est une des expériences marquantes. Mais tu sais, le cinéma de Tarantino, c'est sûr que ça te happe, là. Je veux dire, c'est fou. Le voir au grand écran, ce film-là, ah oui, c'était incroyable. Là, c'est une de mes grandes expériences. T'aurais adoré. Moi, j'ai travaillé dans un Sparkle Vidéotron. Ouais. T'aurais tellement aimé ça pour eux. Je pense que ouais, man. T'aurais trippé. Imagine louer infini films. Ouais. Tout le temps choisir qu'est-ce qui est sur les écrans. Ouais. Fait qu'on ferait comme une. Puis les gens vont regarder un peu, mais ils vont surtout écouter. Fait que choisir des films avec une bonne trame sonore. C'est vrai, hein? Faut que tu y penses. Comme, tu sais, moi, je mettais le temps Intouchable. Parce que Intouchable, la trame sonore est folle. Ouais. Avec Earth, Wind, Fire. J'ai mis les choristes. Les choristes. Café Flore, t'avais quelques scènes pitchées. Café Flore. Ouais, Café Flore, c'était un peu C'est ça, c'était un peu tricky. Il fallait que tu mettes tard en soirée. Ben, il y a tellement de. Tu sais, même tu sais, on parle de Tarantino encore, même Pulp Fiction, il y a une trame sonore de fou, là. Je pense que c'est une des plus grandes trames sonores ever. Good faire. En tout cas, bref, ouais. Je pourrais en parler pendant des heures, mais on va pas s'attarder trop là-dessus. Fait que parlons de Comme le feu, qui est le nouveau film de Philippe Lesage, qui est sorti littéralement le vendredi 6 décembre, dernier. exact. Le 6 décembre. Moi, je suis allé le voir mercredi. Ouais. En gros, l'histoire, c'est un scénariste qui retrouve son vieil ami réalisateur dans un grand chalet avec ses enfants et les tensions entre les deux remontent vite à la surface. Comme tu as dit, à la Berlinale, le film a gagné Grand Prix du jury international, section Génération. Exact. Puis là, je cite Le Devoir, qui a donné une excellente note de 4 étoiles au film. Depuis sa première mondiale à la Berlinale, le 8e long-métrage de Philippe Lesage a accumulé les prix dans les festivals et reçu des éloges quasi unanimes de la critique internationale. Oui. Tout ça à cause de toi. Tout ça à cause de toi. Ouais, tu sais, moi, Paul Marani, Arriva Terre, Aurélia Randy-Lompré, mais oui. Puis, la manière que à la fin du film, je me suis dit, comment je décris ce film-là? Puis, moi, je l'ai décrit comme un ticking time bomb en lenteur dans un chalet avec des plans séquences, des gros soupers. Ouais. Des sublimes paysages. Effectivement. C'est bien résumé quand même. C'est un peu... Ça raconte plusieurs histoires comme le feu. Ça raconte vraiment l'histoire de Jeff qui se retrouve qui se retrouve dans ce huis clos, dans ce chalet d'un grand réalisateur que lui admire beaucoup. Puis ensuite, et aussi, il est là-bas avec son meilleur ami Max qui est joué par Antoine Marchand-Gagnon, puis la sœur de Max, qui est Aurélia Randy-Lompré, qui joue le personnage d'Alyosha. Puis on sent que Jeff, il a comme des sentiments pour Alyosha qui sont qui vont définitivement lui causer qui vont lui faire vivre beaucoup d'émotions parce que ces sentiments-là ne sont pas nécessairement réciproques. Puis en même temps, ça raconte ici l'histoire de Albert, qui est le père de Max, qui retrouve son vieil ami, le réalisateur Blake Cadieux. Puis c'est à travers plusieurs conversations dans des soupers, en fait, les grosses conversations se passent dans des scènes de souper, que la tension va remonter, puis qu'on va sentir ce côté peut-être un peu macho et toxique de ce réalisateur-là qui à la base était une idole pour mon personnage, puis une idole peut-être pour plusieurs personnages dans l'histoire, mais on se rend compte que c'est un peu le crépuscule de cette idole-là, c'est fini, il n'est pas à être idolâtré, cet homme-là. Puis je pense que le film, c'est ça, démontre un peu ce côté-là toxique du côté, je sais pas, des hommes dans ce milieu-là, ou peu importe, tu le sens dans les scènes de souper. Même le personnage d'Albert est complètement bonasse, c'est complètement, ils prennent de la place, ils écoutent personne. Donc voilà, ça... Puis je trouve que, moi j'adore les films que le lieu est un personnage. Un peu comme Lost in Translation, oui, vraiment. Darjeeling... Limited. Le train, ouais, exact, de Wes Anderson. Je trouve que le chalet joue quand même presque un personnage dans ce film-là. 100%. Parce que tout se passe au chalet puis dans les alentours. Ouais. Beau chalet. Ah, super chalet pour voir Riscani à 2 heures au nord de la Tuque, dans des petits chemins de terre. Super beau chalet. Super belle place. Pourquoi, selon toi, le film est bon? Parce qu'il y a ça. Il est bon parce que, de un, la plume de Philippe écrit tellement bien. Philippe, je trouve que Jeff, tous les personnages sont extrêmement vrais et humains. Et c'est aussi de la manière que Philippe réalise ses films. Il y a son étiquette à lui, il y a son style à lui.
Il fait beaucoup de longs plans, des plans séquences. Puis ce que ça permet, en fait, des plans séquences, c'est qu'on n'a pas besoin de raccorder. Fait que, tu sais, mettons, moi, je bois de cette main-là, là. Hop. Puis là, on coupe à toi, puis on coupe à moi. Ben là, faut que chaque fois dans la scène, il faut que je reprenne mon verre de la même manière pour tu sais, m'assurer qu'au montage, ça va marcher. Mais des longs plans séquences, ça te permet, ça te donne une certaine liberté. En fait, ça donne une grande liberté. C'est que chaque plan va être utilisé dans son entièreté. Fait que tu peux faire ce que tu veux dans le plan. T'as jamais besoin de raccorder. Fait que tu peux la jouer comme ça, tu peux la jouer triste, fâchée, peu importe. La scène va être prise dans son entièreté. Fait que ça nous permet d'aller où on veut, tu sais, niveau jeu, là. Puis Philippe, il nous laisse. On a tellement d'espace pour créer avec lui. Puis je pense que c'est un peu sa manière de réaliser. C'est un peu sa manière aussi de travailler avec les acteurs. Puis ça se voit, le résultat ça se voit dans le résultat de où on va avec le jeu. Là. Le jeu est incroyable. Je veux dire, Paul Amarani et Ariel Wertalter, dans ces scènes de souper-là, c'est une masterclass de jeu, là, ces deux gars-là. Là. C'est fou ce qu'ils font, là. Puis comme je t'ai dit, le texte, c'est incroyable. Puis il nous laisse broder autour du texte aussi, Philippe. Il nous laisse un peu improviser. La structure est là, mais on peut ajouter. Il n'y a pas de problème avec ça. Il n'est pas extrêmement fidèle à son texte, puis il ne veut pas qu'on change un mot. Il est très... Il y a un laisser-aller, mais un laisser-aller contrôlé et bien dirigé. Fait que une confiance. Une confiance, puis c'est ça que ça donne, en fait. J'aurais posé la question d'une manière différente. Qu'est-ce que les gens devraient porter attention, à part, mettons, les scènes de souper? À quoi les gens devraient porter attention? Ben là, je veux dire... Ben là, ce qu'on appelle la photo, là, le travail visuellement, c'est magnifique. Là. Visuellement, c'est Balthazar Lab, qui est un DOP français, a fait un job extraordinaire sur ce film-là. C'est tellement beau. Ensuite, je pense qu'on devrait aussi porter attention au... Ben, mettons, si je parle de mon personnage, il faudrait humaniser Jeff. Je pense qu'il nous ramène dans notre adolescence où est-ce qu'on a des conflits intérieurs, puis c'est dur pour nous de trouver une boussole à travers toutes nos émotions. On sait pas trop comment les gérer. Être en amour avec quelqu'un, tellement être en amour que se faire dire non, c'est comme... Ta vie au complet est basée sur cette personne-là à ce moment-là, surtout dans un huis clos où il n'y a rien d'autre qui se passe. C'est vraiment... je sais pas, j'ai humanisé Jeff, je sais pas. Il y a tellement de choses dans ce film-là. Là. Il y a tellement de... Juste allez le voir, puis faites votre propre opinion, parce que c'est un film... C'est dur à expliquer comme film, mais c'est une expérience particulière, puis qui reflète bien ce que Philippe Lesage est capable de faire. Justement, tu as dit que vous avez tourné dans des lieux vraiment isolés. Je me souviens que, me semble, tu n'avais même pas de réseau quand vous tourniez. Non. Ça, c'est à quel point c'est profond. Puis pour il faut dire, comme tu sais, il y a beaucoup de beaux paysages au Québec, mais pour de vrai, ces paysages-là étaient magnifiques. C'était où exactement? T'as dit dans le coin de la Tuque? Ça a été tourné à 3 endroits, en fait. Ça a été tourné dans la région de Charlevoix, dans la ZEC des Martes. OK. Ouais, la ZEC des Martes. Fait qu'il y a 45 minutes de Baie-Saint-Paul, à peu près. Ça, c'est toutes les scènes pour les gens qui ont vu le film. Pour toi qui as vu le film, les scènes de montagne. Rivière? Rivière, ça a été tourné à Saint-Raymond-de-Portneuf, près de Québec. Ouais. Sur la rivière Nelson, qui est une rivière très, très connue pour les kayakistes, qui est superbe. Puis on était chanceux, il n'y avait pas eu trop de pluie. Fait que les rapides étaient un peu moins dangereux. Mais tu sais, c'est des R3, R4. Normalement, là, peut-être c'était plus des R2, R3. R2, R3, c'est le niveau de à quel, tu sais, comme une intensité. Intensité, voilà. Donc ça, c'était tourné à Saint-Raymond-de-Portneuf. Puis tout le chalet, c'était tourné à, c'est ça, 2 heures au nord de la Tuque, près de la pourvoirie Némisco. Le chalet était là. Le chalet était là, ouais. Un vieux chalet incroyable qui a été... c'est un des chalets, un des clubs de pêche où il y a des Américains très, très riches dans le temps qui allaient pêcher là-bas. Ils pouvaient juste se rendre en beaver, en hydravion. Fait que c'est très, très cool. C'est très privé. Il n'y a rien autour. Ça te sort du monde réel. Puis nous, on était là pendant quoi? On a tourné pendant 3 mois et demi, 49 jours... Supposé avoir 49 jours de tournage, finalement, il y a eu un peu de péripéties, puis on a fini par faire 45 jours de tournage. Mais 3 mois là-bas, moi, je suis revenu un homme changé. Ça te reset, c'est sûr. Quand je suis revenu à Montréal, j'avais un peu de misère à me remettre dans ma vie, ma petite routine, mon petit quotidien, tu sais. Il y avait aussi le personnage de Jeff qui était très près, qui restait avec moi. Là. Ouais. Inconsciemment, tu joues quelqu'un pendant 3 mois, c'est sûr que il reste avec toi, tu sais. Je sais pas pour tout, il y a des acteurs qui sont capables de faire sont capables de juste complètement laisser ça aller dès qu'on rappe, mais moi c'est pas nécessairement. Comment est-ce que l'isolement contribue au tournage?
à l'énergie du tournage? Ouais. Ben, c'est sûr que tu deviens très, très, très proche très rapidement avec l'équipe. Puis si t'aimes pas quelqu'un, ben, t'es mieux d'essayer de faire la paix parce que vous allez vous voir pendant 3 mois puis il y a pas de retour à Montréal, il y a rien, tu sais. Fait que, man, attache ta, tu sais, essaye d'être sympathique avec le monde autour de toi. Ceci dit, je pense que sur ce tournage-là, on est devenus comme toutes des très bons amis. Il y avait des gens, c'est une coproduction avec des Français, des Québécois, de l'échange de culture. C'est super le fun. Des soupers la fin de semaine où on tournait pas, super arrosé, des beaux parties. C'était le fun. C'est une expérience en soi. C'est comme presque un camp de vacances, mais professionnel. C'est comme ça que moi je le vois. C'est ça le feeling. Tu fais des liens tellement, tu tisses des liens tellement forts, puis après ça, c'est comme tu revois plus ce monde-là, tu sais même plus si tu vas les revoir de ta vie, là, mais vous avez passé 3 mois hyper intenses ensemble. C'est magnifique. Je pense qu'il y a pas beaucoup de jobs qui permettent ce genre de lien-là entre ce lien-là professionnel entre les gens. Donc, c'est quelque chose. Pour les scènes de rivière, justement, ouais. Ça dévoile aucun punch, mais à la fin, il y a des scènes en canot. Ouais. Quand même vraiment intense. Moi, étant quand même confiant en mes capacités physiques et sur l'eau, pour elle, c'est fou que vous avez tourné dans des rapides de même comme si de rien n'était. Ben, on a eu des formations de canot de 4 jours avec l'équipe SRS qui font des secours en eau vive. C'est des secouristes en eau vive qui nous ont bien appris comment naviguer, comment entrer dans un rapide avec un canot. Mais oui, il y a des scènes, c'était quand même fou. Là, ces scènes-là, on les a fait plusieurs fois. Là. Philippe, c'est quelqu'un qui aime faire beaucoup de prises. Fait que tu peux t'imaginer, on a eu beaucoup de fun, mais on a eu des petites frousses là, quand même. On a eu peur. La scène, je ne vais pas trop en parler, mais il y a beaucoup d'accidents qui sont restés. Naturels qu'on a gardés. Dont la scène où on bascule, c'était pas supposé arriver, mais on l'a gardé. Parce que la phase que tu descends de dos, toi, dans le canot, la rapide. Ça, c'est un autre accident qu'on a gardé. Ah ouais? Ouais, puis j'ai fait ma propre cascade dans ce film-là aussi. Je descends un rapide, évidemment, il y avait des cascadeurs qui m'ont comme montré comment le faire, mais Philippe était comme, ça faut comme couper à ce moment-là, puis ça me tente pas de couper, ça change le rythme du film, ça change le rythme du montage, donc, hey man, Noah, t'es-tu game de la faire? J'étais comme, ouais, let's go, on l'a fait. J'ai fait 2 fois. Après ça, j'étais comme, hey man, c'est assez. Là. Mais juste la coordination de comme remonter la rivière, puis de continuellement, de la refaire. Tu peux pas juste, OK, go, on la refait tout de suite. Tu sais, sur un plateau de télé, c'est quoi? On tourne, je sais pas moi, une dizaine de scènes dans une journée. Là, on shoot la moitié d'une scène dans une journée. Là. C'est fou, ça. Ça, c'est quand même le fun. C'est un luxe. Là. Mm-hmm. C'est un luxe de pouvoir faire ça. Là. Puis, mettons, je sais que Paul Amarani, qui est l'autre comédien principal, il a dit dans l'entrevue avec Le Devoir qu'il y a des scènes que vous avez faites comme 33 fois. Ouais. Faut dire que ça, c'est insane. Parce que, mettons, stat, c'est 1 fois, 2 fois, des fois, on shoot la répète. Puis en plus, le fait que les scènes de souper sont tellement longues. Oui, c'est des plans de séquences de comme 18 minutes, 15 minutes, 18 minutes, ouais. Fait que ça veut dire genre refaire 15 minutes 33 fois. Ouais. Puis toi, mettons, dans ces scènes-là, t'es pas très expressif, t'es pas mal en observation. Ouais. Comment tu fais pour pas être blasé? Tu sais, pour vrai, les gens qui jouent devant toi, quand t'as des bons comédiens devant toi, le travail se fait tout seul. Dans le sens, moi, j'étais juste en observation, je regardais ce qui se passait devant moi, puis ça filait tellement vrai que j'avais pas grand-chose à faire. J'avais pas grand-chose à jouer. J'étais juste en réaction à ce qui se passait. Puis comme je t'ai dit, à chaque prise, c'était différent parce qu'on n'avait pas de raccord. Fait que les 2 gars, là, ils s'envoyaient la balle. Des fois, ils envoient une balle là-bas. Tu sais, ça changeait de prise en prise. Ah, OK. Ouais. Donc, on se lassait pas de ces scènes-là. C'est comme je te dis, c'est une manière de tourner qui est très... qui est rare, mais qui donne tellement des résultats le fun, puis c'est tellement le fun de tourner sur des plateaux comme ça, parce que, man, moi, j'ai tellement appris là, en les regardant, puis ça m'a donné la confiance d'essayer des trucs, tu sais, plus d'essayer d'autres propositions. Tu sais, le jeu, c'est juste ça, là, c'est vas-y, là, t'as du fun, là, aie confiance en toi, puis propose des trucs, puis c'est souvent quand t'as totalement confiance en toi que le meilleur jeu va sortir, j'ai l'impression. C'est quoi que t'as appris d'autre de tout ça? J'ai appris à vivre tout seul pendant un bout de temps, de c'est quoi être professionnellement, être ailleurs, être la relation avec la famille, ma copine, comment gérer ça. J'ai appris à me développer une routine, moi, qui me sécurise beaucoup, beaucoup, beaucoup. Quand je pars longtemps. J'ai plutôt une petite anxiété, plutôt un petit stress, tu sais. Surtout quand tu commences un projet, ça prend quelques semaines de te mettre dans le beat, te mettre dans la peau du personnage. Donc,
j'ai appris à comme dealer avec ça, me préparer une petite routine. Tu sais, dernièrement, j'ai tourné un film dans l'Ouest canadien. J'étais parti 1 mois et demi. Puis parce que j'avais tourné comme le feu avant, tout de suite, j'étais arrivé, puis j'avais ma petite routine, puis je me suis tout de suite installé, puis ça m'a permis de focusser sur mon travail beaucoup plus que laisser mon stress ou mon anxiété prendre le dessus, tu sais. Ouais. Mettons, la dernière question par rapport aux scènes spécifiques. Pourquoi... En fait, pas pourquoi, mais il y a une scène de danse qui est comme un super vire en party. Ouais. Est-ce que c'est difficile de faire des scènes de même ou c'est facile parce qu'il y a juste un flow? C'est comme une longue scène quand même, tu sais, de je sais pas, 5-10 minutes. Ouais, ben en fait, la tune des B-52s, Rock Lobster, dans son entièreté presque. Ouais. Fait que c'est genre une tune de 7 minutes. Fait que, tu sais, c'est quand même une longue scène. Ben, moi, je te dirais qu'à ce moment-là, dans le tournage, on était vraiment à la fin. On était tous fatigués, on était tous comme chargés un peu d'émotions, de choses qui se passaient sur le plateau, hors du plateau. Puis c'était comme le fun parce qu'on a lâché notre lousse. Là. La toune a joué pour vrai. Fait qu'on a dansé, puis il y avait juste Sophie Desmarais qui avait préparé une chorégraphie qui était incroyable. Puis je pense que juste en la regardant encore une fois, en réaction à ce qu'elle faisait, on était comme « Oh my God, c'est malade! On va danser, Ouais, c'était... Moi, j'ai pas trouvé ça tough. Je trouvais que c'était comme un relief, en fait, de tourner cette scène-là. Ça a fait du bien à tout le monde, je pense. Puis pourquoi au début, tu as dit que c'était le projet psychologiquement le plus difficile? Ben c'est ça, parce qu'en fait, je savais que je partais vraiment longtemps. Jeff, dans ce film-là, il est pas nécessairement très bien dans sa peau. Je pense qu'il se cherche. Il veut bien paraître. Tu sais, il y a quelque chose aussi dans cette naïveté-là. Il est tout candide, mais il se fait détruire un peu. Fait que de rester dans ce genre de mood-là, ça m'en a pris beaucoup. Là. J'ai essayé de pas trop sortir de cette zone-là. Même après, entre les scènes, même quand on rentrait à la maison, à la maison, où on restait au camp. Donc, psychologiquement, c'était lourd comme tournage. Mais le résultat est là. Fait que je suis très, très fier. T'en as glissé un peu un mot tantôt que Philippe Lesage est un peu boudé ici. Ouais, ben je dirais pas boudé, mais je dirais, tu sais, il est pas reconnu à sa juste valeur. Mais tu vois, c'est drôle que tu dis ça parce que quelque chose que je voulais te parler puis qui me fâche, c'est que en essayant de chercher les options pour aller voir le film cette semaine, dans un rayon de 50 km de Montréal qui représente la moitié de la population québécoise, il y a 3 cinémas seulement qui jouent le film. Cinéma Beaubien, Cinéma du Parc et Cinéma Belleuil. Ouais. C'est quand même, m'excuse le terme, là, mais fucked up qu'un film qui est primé internationalement, que c'est difficile d'aller le voir. Ouais. Pourquoi? Voilà, c'est encore une fois, c'est du cinéma d'auteur. Oh, il y a du monde à qui ça fait peur, le cinéma d'auteur, mais c'est du cinéma, c'est l'œuvre de quelqu'un, c'est 10 ans de travail, là. C'est pas juste on écrit un film vite, qu'on sait qu'il va marcher avec la recette classique, que hop, on va mettre ça en salle, puis bang, ça va full bien marcher parce qu'on sait que ça va cocher toutes les cases que le monde aime, puis feel good, puis non. Ça, c'est un film d'auteur, c'est le travail de quelqu'un, c'est toute l'œuvre d'une vie de quelqu'un qui met en scène, puis il vous montre ça après, là, je veux dire, ça vaut la peine d'être vu. C'est extrêmement... C'est chargé, c'est plein... C'est comme... Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est un réalisateur avec une vision qui... Et c'est du cinéma aussi. C'est comme... Ce que ça te fait vivre, ce que ce film-là te fait vivre, tu vas pas le vivre ailleurs en écoutant aucun autre film. Là. C'est unique en son genre. Il y a pas de film comme ça. Donc... Je sais pas, c'est très... Je pense qu'il y a certaines personnes qui ont peur ou qui sont juste pas habituées ou qui sont pas acclimatées à ce genre de cinéma-là, mais je pense qu'on devrait le mettre. Je pense que c'est ça qu'on devrait consommer. C'est québécois, c'est beau, c'est bon, c'est vrai, c'est... Je pense que tout le monde peut s'identifier à un certain point. OK, le film est... Ce qu'on a souvent entendu, c'est que le film est long. Mais man, on est dans nos salons à écouter des Netflix, on s'enchaîne 6 épisodes. C'est genre 7 heures de contenu que tu viens de regarder. Pourquoi un film de 2h30, ça te fait peur, tu sais? En tout cas. Est-ce que tu penses que c'est un cercle vicieux que, justement, les gens ont cette rhétorique-là par rapport aux films d'auteur, donc les diffuseurs investissent moins en marketing? Ben oui, c'est sûr qu'il y a cet aspect-là. Il y a l'aspect de comme... C'est tough, tu sais, c'est les maisons de distribution, c'est leur deal de, tu sais, comment... Après ça, il y a tout l'aspect promo, tu sais, c'est comme comment te faire voir.
sais, il y a The Sticky, la série de Sticky qui est sortie, ben, je félicite tout le monde qui a travaillé sur The Sticky, puis c'est cool, mais ça met en vedette des acteurs américains. Ça a été tourné à Montréal, très cool, mais avec une équipe américaine et québécoise, avec des acteurs américains, quelques acteurs québécois, mais qui n'est pas nécessairement propre à notre culture, là, tu sais, genre québécoise, en tout cas. Puis qui ont eu un... Tu sais, je suis pas en train de bâcher rien, mais je veux dire qu'ils ont eu leur place, à tout le monde en parle, qui est une des émissions les plus écoutées au Québec. C'est sûr que ça a un impact, tu sais, versus nous, on a essayé d'aller à tout le monde en parle, on a été primé à l'international, les critiques sont unanimes, le film est bon, mais on n'a pas notre place à tout le monde en parle. Tu sais, c'est triste. C'est un film québécois qui a un grand succès à l'international, mais au Québec, on n'est pas capable de se faire voir. C'est plate, mais tu sais, il faut qu'on se... Encore une fois, il y a quand même un petit coup de pied à faire, un petit... Tu sais, comme, allons-y, man, supportons-nous, puis... Tu sais, mettons de l'avant notre cinéma. Puis même les grosses pertes américaines maintenant, tu sais quoi, genre, tu sais, Barbie, il me semble, j'ai entendu, c'était comme 50% budget de production ou 50% budget de marketing. Ouais, mais c'est ça maintenant. C'est ça, puis tu sais, de voir, exemple concret, dans les dernières semaines, parce qu'on est présentement en décembre, Mademoiselle Bottine. Oui. Énorme budget de promotion, je le vois partout. Énorme budget de promotion. Énorme. C'est parce que c'est Bac et Bottine, c'est une histoire... Oui, 200%. Mais oui, Cyclone de Noël... Ah oui, c'est fou. Mais j'en vois tellement moins Cyclone de Noël que Mademoiselle Bottine. C'est vrai, mais ceci dit, ils font un magnifique box-office. Là. Ouais. Mais tu sais, il y a aussi la recette du film de Noël, que tout le monde adore 200%. Les films de Noël, ça sort au parfait moment. C'est des gens qu'on connaît, c'est des gens qu'on aime bien écouter, tu sais, Véro, Christine, Patifon, Amy, tu sais, on les adore, ces acteurs-là. Fait que c'est sûr que... Puis d'ailleurs, allez le voir, là, ce film-là, il est bon, là, il est drôle, tu sais, mais c'est ça, c'est juste que c'est plate que notre cinéma d'auteur québécois qui est un je sais pas, mais un niveau de cinéma, j'ai pas envie de dire supérieur parce que je suis pas en train de mettre des barèmes de comparaison, mais qui est définitivement comme je sais pas, allez voir le cinéma d'auteur. Il faut encourager nos réalisateurs d'ici, puis voilà. Pour eux, depuis 2 semaines, je suis rendu accro au cinéma Beaubien. Oui. Je suis allé voir 5 films dans les 2 dernières semaines. Quoi, Berger, Comme le feu, Aznavour, Cyclone de Noël. Puis Gladiateur 2 qui n'était pas au cinéma Beaubien. Mais pour vrai, j'ai appris seulement hier que c'est un cinéma à but non lucratif. Ouais. Fait que pour vrai, c'est tellement pas cher. Ouais. En plus, j'ai mon abonnement au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Ça fait en sorte que j'ai 15% off, je pense. Ouais. Puis, tu sais, Cheapy Tuesdays, c'est 8$ ton billet. Moins le rabais, c'est comme 6,50. Ouais. Après ça, t'as... comme les combos popcorn. C'est la seule place que les popcorns sont pas chers. Ben oui, le cinéma du parc Beaubien, du musée. Ouais. Mais c'est toute la même. C'est toute. L'Alliance. L'Alliance, voilà. Puis c'est des cinémas indépendants à but non lucratif. Puis je veux dire, c'est comme. Ils montrent des bons films. Là. Après, ça marche. Il faut les encourager, ces cinémas-là. Là. Ces salles-là c'est des perles à Montréal. C'est des perles. C'est des magnifiques cinémas. Puis il faut y aller dans ces cinémas-là. On ne peut pas tout le temps aller au Cinéplex ou. Puis pour vrai, moi, je vais voir mes films maintenant à 3h PM. Je sais que c'est l'heure que j'aime y aller. Ouais. Puis c'est packed. Ben, good, man. Comme, nice. Comme tous les... Comme le feu, c'était packed. Aznavour, c'était packed. Nice. Berger, c'était quasiment sold out. Malade. Cyclone de Noël, c'était la représentation, pas comme moi je l'ai vu, puisque je l'ai vu au Cinéplex Latin, mais que j'ai vu après, comme le feu, au Beaubien complet. Malade. Insane. Tu sais, c'est cool. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool à entendre, par contre. Ouais. Ça, c'est le fun. Fait que lâchez pas le cinéma Beaubien. Non, lâchez pas le cinéma de Beaubien. Ni le parc, ni le du musée. Je t'ai déjà demandé la question dans le passé, qui est la personne que t'admires le plus au Québec? Puis tu m'avais dit Monia Chokri. Ouais. Dis-moi pourquoi. Enfin, répète-moi pourquoi. Oui. Ben, parti pris un peu, c'est une bonne amie, dans le sens... on va enlever ça de l'équation. Ouais, on va enlever la partie... qu'est-ce que... Ben, en fait... J'aime beaucoup son cinéma. Je le trouve drôle, intelligent. Je trouve qu'elle aussi, elle a sa touche à elle, son étiquette, son style. Je me suis jamais lassé d'un film de Monia. Je trouve qu'elle a pris sa place, elle a percé, elle est partout. C'est une grande femme, grande réalisatrice, puis elle s'assume, puis elle est là. Puis j'aime ça, le monde qui se montre, puis qui sont fiers, puis... Des fois, on est très, très humble au Québec, mais c'est le fun de voir quelqu'un qui... Elle est très humble, Monia, mais qui s'assume complètement, puis qui profite de son succès, puis qui l'utilise pour faire d'assez cool, de faire du beau cinéma, puis de... C'est du bonbon pour elle, je trouve, ces films. Oui, vraiment. Visuellement, les thématiques. C'est malade, là. Il y a aucun film, comme je t'ai dit, il y a aucun film de Monia où t'es comme ah, je suis pas sûr. Non, à chaque fois que t'arrives là-bas, tu sors de là complètement satisfait, là.
c'est intelligent, c'est drôle, c'est bien écrit, c'est bien tourné. Je veux dire, c'est super. Là. C'est même comme Sylvain, je pense que c'est le film que j'ai vu des amis qui n'écoutent pas particulièrement du cinéma québécois, qui ont tous unanimement sont comme j'ai adoré ça. Hommes, femmes, unanimement mais adoré. même dans les âges, tu sais, elle va toucher toute on se reconnaît aussi en tant que Québécois dans ces histoires, tu sais. T'as autant les personnages montréalais un peu plus comme woke que Guillaume Lorrain joue, que les personnages c'est un peu plus de région. On connaît tous du monde de même, tu sais. Fait que c'est très vrai, là. C'est vraiment bon. Ouais, je suis d'accord. Ressens-tu que tu as un fan club d'un projet spécifique? Est-ce que j'ai un fan club d'un projet spécifique? Hey, c'est drôle, man. Peut-être L'Échappé. Ah ouais? L'Échappé, le personnage de Raphaël, il m'a suivi pendant longtemps. Ceci dit, je pense pas que c'est mon meilleur travail à vie. Je pense que j'ai fait une job bien correcte, puis c'est cool. Puis Raphaël, mais je pense que j'étais encore en train d'apprendre en tant qu'acteur. Puis j'essayais des trucs, puis peut-être que j'étais pas nécessairement tout le temps sur la marque, mais ouais, Raphaël, je pense que l'émission a été extrêmement écoutée aussi. Bracelet rouge, ça a été big quand même, mais le monde me reconnaît pas quand j'ai des cheveux et une barbe. Ouais, c'est vrai. Oui, ce qui est quand même cool. J'ai pas nécessairement tout le temps envie de... J'adore que le monde me reconnaisse, j'adore parler au monde, mais je sais pas, des fois j'aimerais ça, juste comme aller au resto, manger avec ta blonde, il y a rien qui se passe, tu sais. C'est quoi ton rôle de rêve en termes de personnage? Mais tu sais, j'étais un grand fan des films des années 70-80 de mafieux. Là. Je savais que t'allais dire ça. Ouais. Je savais que t'allais dire ça. Dernièrement, j'ai réécouté Serpico, qui est vraiment cool, qui est Al Pacino, qui joue un policier incorruptible dans un precinct, un poste de police corrompu. Ça, c'est excellent comme film. Mais quelque chose qui a rapport un peu avec la pègre, tu sais, un peu la mafia. Je trouve qu'il y a des personnages hyper colorés, puis je pense que, sans retomber dans le stéréotype, je pense que je serais capable de jouer de quoi de le fun, tu sais. Peut-être un film de mafieux sur Pointe-Saint-Charles, d'où je viens, d'où j'ai grandi. J'allais tellement dire ça. Ouais, tu sais, genre un film de mafia irlandaise à Pointe-Saint-Charles, ça pourrait être le fun. Sick. Sinon, si jamais il y a personne qui fait ça, à un moment donné, je vais l'écrire, au pire. S'il te plaît. Ouais. On va reparler de Pointe-Saint-Charles, parce que je voulais justement qu'on en parle. Ouais, Pointe-Saint-Charles, man. As-tu vu le film de Tom Hanks, Here? Tu sais, c'est comme avec le même réalisateur que Forrest Gump, même comédienne, même comédien, mais c'est le film que la caméra est statique, puis c'est toute l'histoire de comme la vie. Mais t'as-tu entendu parler du film? Non, même pas. Fait que... Aïe, moi qui disais que j'étais cinéphile. Mais il est passé vite, comme il y a eu un plus d'une semaine de campagne médiatique, mais littéralement, imagine dans une maison, tu mets la caméra dans un coin, puis tu ne bouges pas la caméra une fois, mais là, recule dans le temps jusqu'à l'ère des dinosaures. Oh my God. Fait que t'as la même perspective. L'ère des... Ben, il me semble que j'ai pas vu le film, là, mais l'ère des dinosaures après les premières civilisations, puis après les Autochtones d'Amérique du Nord, puis après la construction de la maison, puis après la famille qui évolue dedans. C'est-tu un long métrage ou un court métrage? Un long métrage. Ouais. C'est tellement cool comme concept. Ouais, puis tu sais, comme AI en live pour rajeunir, je pense, les visages. OK. Fait que je voulais juste savoir si tu l'avais vu. Here. Mais... Ouais, Here. Mais tu sais, The Zone of Interest... Ouais. Mais c'est un peu dans le principe aussi des caméras observatrices. Caméras observatrices, où ils plaçaient des caméras dans la maison, puis les acteurs jouaient les scènes comme une genre de pièce de théâtre. Ils jouaient le film dans son intégralité, du début à la fin, puis chaque caméra captait les moments. Fait que c'est quand même cool, ça. C'était tourné en ordre chronologique aussi, ça aide beaucoup les acteurs. C'est le film qui avait gagné meilleur film étranger aux Oscars l'an passé. Exact. Zone of Interest. Très, très bon film. C'est quoi le dernier film qui t'a donné des vives émotions? Le dernier film qui m'a donné des vives émotions. Le dernier film qui m'a donné des vives émotions. Comme le feu. Cheesy. Comme le feu de Philippe Lesage. Non, pour vrai... Ben, tu sais, chaque film me donne de quoi, mais qu'est-ce que j'ai écouté? Qu'est-ce que j'ai... Excuse-moi, là, je l'ai là, sur le bout de la langue. Il faudrait que je check mon Letterboxd. Je peux checker mon Letterboxd en live rapidement pour voir c'est lequel. Letterboxd d'ailleurs, un grand outil. Je note pas les films, mais j'adore ça. Ciel, parce que je pense que tu m'en parles tout le temps. J'adore ça pour mes watchlists. Puis tracker ce que j'ai écouté. Harvey Crumpet. C'est quoi? Harvey Crumpet, c'est un film d'animation réalisé par Adam Elliott.
stop motion, clay motion, whatever. D'un c'est complètement fou là, mais c'est comme sur l'histoire d'un un homme autiste à tendance nudiste qui grandit quelque part en Europe de l'Est puis qui déménage en Australie, je pense, à un moment donné dans sa vie, puis c'est c'est un peu absurde, mais c'est vraiment bon. Tous les films d'Adam Elliott là, ces films d'animation sont de stop motion, je veux dire, sont c'est du bonbon là, c'est tellement bon. Mary and Max, Adam Elliott, puis il y en a un nouveau qui vient de sortir là. Fait que tous les films d'Adam Elliott, je vous les conseille fortement. Est-ce que le film qui va représenter le Canada aux Oscars a été annoncé? Je pense que oui. Je suis pas sûr, mais je sais à peu près. Ça va être Universal Language. Ouais, c'est ça. De Matthew Rankin. Ouais, c'est ça. Sur la communauté, c'est comme mi-iranien, exactement. J'ai vu la bande-annonce au cinéma avant Comme le feu. Ouais. Bref, ça avait l'air tellement bon. Je pense que c'est... quand on est allé au New York Film Festival avec Comme le feu, on était les deux équipes ensemble, l'équipe de Universal Language puis l'équipe de Comme le feu. Fait qu'on a chillé, on a pris des verres ensemble, puis on s'est parlé comme un peu. Malheureusement, j'ai pas vu le film encore. Il est sorti? Je pense pas qu'il est sorti encore. Je pense qu'ils vont le sortir en janvier. En tout cas, pas longtemps avant les Oscars. En tout cas, mais il y a un buzz autour de ce film-là en ce moment. Ça a l'air super bon. Ça a l'air du bonbon. Ça a l'air incroyable. Puis Matthew Rankin, il est super comme réal. Fait que non, j'ai très hâte de voir ce film-là. Tu souviens-tu qu'est-ce qu'il a fait avant? Faudrait que j'aille voir, mais il y en a une couple. Je vais pas ressortir mon sel, mais voilà. Mais oui, Matthew Rankin, ouais. Malgré que tu joues beaucoup, puis en fait, n'importe quel comédien qui joue beaucoup, il y a tout le temps une précarité d'emploi quand même. 100%. Parce que quand tu fais de l'argent, tu fais de l'argent, mais quand tu fais pas d'argent, tu fais pas d'argent. Exact. Puis comment tu gères ça de ton côté? Moi, je me dis que l'argent va venir. Je suis comme un peu un gars qui fonce. J'ai pas de plan B. Je me dis, garde, si t'es 100% focus là-dessus, ça va. Non plus, je fais pas ça pour l'argent, mais je veux dire, ça va venir. Là. Les rôles vont venir. Puis, d'ailleurs, j'auditionne beaucoup. Je suis très content de ça. J'auditionne pas beaucoup au Québec, malheureusement, mais je pense que c'est slow pour plein d'acteurs de mon âge, gars, filles, peu importe. Mais j'auditionne beaucoup en ce moment en anglais pour des projets canadiens, anglais, américains. Mais ça me garde un peu vivant là. Je suis comme au moins il y a des trucs qui se passent, puis des fois je passe près d'avoir un rôle, fait que je suis très content de l'auditionner, ça me garde en vie, mettons à ce niveau-là là, mentalement, mais oui, il y a une précarité, c'est sûr. Si tu décroches pas genre une série où vous faites 4 saisons, tu vas vivre comme un acteur, un artiste. Tu auras une passe d'argent, mais tu en auras moins à un moment donné. Puis il faut que tu apprennes à gérer ton argent. Mais j'aime pas trop ça, penser à gérer mes finances. Pas que ça me gosse, mais j'aimerais juste me dire que comme vis au jour le jour, amuse-toi. Oui, fais un budget, mais retiens-toi pas trop. J'aime. Est-ce que depuis le début de ta carrière, c'est un mindset que comme faut que tu affrontes ça? Au début de ma carrière, j'ai tellement dépensé d'argent. J'ai fait plein de séries back-à-back. J'ai beaucoup appris. Je suis quand même plus sage. Plus sage, voilà. T'es une des rares personnes néo-zélandaises que je connais. Ouais. Moitié québécois, moitié néo-zélandais. Ouais. J'ai un feeling qu'on voit pas beaucoup de néo-zélandais parce que c'est une petite population. Ouais. De deux, sont tellement bien là-bas qu'ils restent là-bas. 100%. Pourquoi tes parents ont immigré? C'est ton mère ou mon père. Ton père? Mon père est venu ici en voyage, en fait. Genre, il est allé faire du snow. Je pense qu'il était allé faire du snow. Moi, c'est un sauveur. Non, à Banff, genre dans l'Ouest. Puis il a entendu que Montréal, c'était vraiment cool comme ville. C'est les années 90, fin 90, 98, 97, 98. Il est venu ici. Il a commencé à jouer dans une équipe de rugby. Ça, c'est tellement cliché. Puis, Néo-Zélandais qui joue au rugby. Puis il a rencontré le frère de ma mère qui joue au rugby aussi, dans une autre équipe ou dans une autre division, peu importe. Ils sont devenus amis. Puis à travers le frère de ma mère, il a rencontré ma mère. Puis je pense que 9 mois plus tard, je suis né. That's it. Fait que il a comme fait... ils sont tombés en amour, puis ils m'ont eu. Puis il est resté ici parce que c'est que ça se passait. C'est ici que je suis né, tu sais. C'est comme, go. T'as une vie ici. Ouais, c'est vraiment très cool. Vraiment, c'est touchant quand même. Mais oui, toute la moitié de ma famille du côté de mon père est en Nouvelle-Zélande. Puis on y va le plus souvent possible, mais j'adore la Nouvelle-Zélande. C'est tellement un beau pays, c'est tellement relaxant. Le rythme de la vie est comme... C'est laid back, là. C'est surfer puis des fermiers, là. Fait que c'est comme... As-tu beaucoup de famille encore là-bas? Ouais, toute la moitié. Ben, j'ai 4 oncles là-bas. 4 oncles. Puis là, je connais pas mes cousins par cœur, mais j'en ai au-dessus de 10 ou 10 à peu près là-bas. Fait que
Voilà, mes tantes, mes grands-parents. Est-ce que tu penses qu'il y a des traces de la culture néo-zélandaise en toi et dans ta personnalité? C'est oui, quoi? Oui, 100%. J'ai des très, très... Je pense que c'est un dérivé de la culture anglaise d'Angleterre aussi, tu sais. Mais je suis quand même... ma copine, elle me le dit souvent, je suis très... je sais pas, les Néo-Zélandais ou les Anglais, en tout cas, sont très... pas pour dire comme... C'est pas la vieille mentalité, mais sont très comme... By the book. By the book, puis... tu sais, t'en montes pas... Tu sais, mes émotions sont assez... je suis assez renfermé au niveau émotion, à part quand je joue. Ce qui est drôle, là, qui est un contraste complet, là, mais... Ouais, je suis assez comme fermé, je suis assez discret. En tout cas, j'essaie de me tenir discret, à part avec les gens que je connais très bien. Mais sinon, je suis très, voilà, by the book. Pas froid, mais je pense que c'est dur de percer ma carapace au début. Là. Puis je pense que c'est comme quelque chose de néo-zélandais où est-ce que tu dois être très humble, très, très respectueux. Puis tu parles pas trop haut. Quand t'as pas besoin de parler, tu parles pas. Peut-être c'est anglais aussi, là, mais peut-être aussi des fermiers, des gens qui ont travaillé dur dans leur vie, comme cette carapace-là. Puis j'imagine que dans ma famille, côté anglais, c'était un peu ça. T'sais. Fait que oui, il y a ce côté-là dans moi, c'est sûr. T'as mentionné tantôt que tu as grandi à Pointe-Saint-Charles. Oui. Moi, maintenant, j'habite à Pointe-Saint-Charles. C'est un quartier que j'adore. Ben oui, c'est sûr. Puis l'affaire, c'est que les gens... Puis il faut pas le dire à trop de personnes. Non. Mais Pointe-Saint-Charles, c'est vraiment nice. C'est un des meilleurs quartiers à Montréal. Si ce n'est pas le meilleur quartier à Montréal. Montréal. C'est dans l'ombre de Saint-Henri, de Griffintown puis de Verdun. C'est littéralement comme entre les trois. Ceux qui habitent à Montréal qui savent où le Costco. C'est sur genre la Bridge, c'est là, dans le fond. Ouais. Dans ce coin-là. Vends-nous le rêve. De Pointe-Saint-Charles? Ouais, je sais que, mettons, faut dire une parenthèse, le quartier était vraiment différent quand tu étais jeune. Ouais, il y a beaucoup changé. Ça s'est gentrifié un peu, mais je veux dire, Pointe-Saint-Charles, c'est situé à 2 pas du canal de la Chine, du marché Atwater, de Griffintown maintenant, de Verdun, la Wellington, qui est une rue incroyable, Centre qui passe à travers Pointe-Saint-Charles, qui est une autre rue incroyable. Qui commence à bump. Commence à bump. Ça a un petit côté brooklynois à Montréal. Tu sais, t'as cette vibe-là. C'est anglo quand même, c'est encore un peu anglo. Parce que c'est industriel. Un peu industriel aussi. Tu sais, c'est que ça a encore la vibe irlandaise, québécoise que ça avait dans le temps. Il y a une grosse population irlandaise à Pointe-Saint-Charles. Parce qu'il faut dire que c'est un quartier ouvrier avant. C'est un quartier ouvrier irlandais. Ouais, exact. Avec un passé assez rough, assez heavy. Mouvementé. Garde tes idées, mais parenthèse, je sais pas si je t'avais dit, mais ils font souvent des tournages dans la rue. Oui. Sur ma rue, puis dans les rues avoisinantes. Puis c'est le nouveau film de Léopold qui a été tourné notamment là. Et aussi, ils font, quand ils veulent, je sais pas s'ils veulent répliquer l'Irlande, mais il y a souvent des tournages qui mettent juste des guirlandes irlandaises dans la rue. Donc l'héritage est comme concret 100%. et a des conséquences pour être un lieu propice pour des tournages cinématographiques. 100%. Puis tu ressens encore cet héritage irlandais-là, même juste dans les gens du quartier, tu sais. Moi, j'ai pas mal grandi en parlant en anglais à Pointe-Saint-Charles, puis j'avais beaucoup d'amis irlandais. Puis je trouve ça malheureux que j'y vois plus tant, mais non, c'est un super quartier. Puis en même temps, pas loin de Pointe-Saint-Charles, quand tu es peut-être à 10 minutes de vélo, tu prends Wellington vers l'ouest, tu passes le Maxi, le Canadian Tire, t'arrives dans Verdun, tu tournes à gauche, puis là, il y a comme un parc, puis tu longes le fleuve. Ouais. La piste cyclable qui longe le fleuve, moi, toute mon enfance, j'ai fait du vélo là. Je fais ça, c'est magnifique. On dirait, t'as tellement de lieux et d'espaces verts dans un tout petit quartier, super le fun, cozy, low-key, pas trop de personnes qui se prennent la tête. Le monde est friendly, c'est vraiment le fun. Là. Puis là, ça devient super... Je sais pas si ça devient ou ça redevient, ou en fait, si ça l'a toujours été, mais c'est un quartier hyper familial. C'est hyper... Je sais pas, moi, ça a été... Quand j'ai grandi là-bas, c'était hyper familial. Comme le matin, il y a tellement de jeunes qui vont à l'école sur chaque coin de rue. Mais il y a plein d'écoles aussi dans Pointe-Saint-Charles, il y a plein d'écoles. Et moi, j'ai grandi avec plein de kids parce que je pense que c'est des familles irlandaises de génération en génération qui habitaient dans les mêmes maisons, qui ont eu des... Tu sais, la grand-mère habitait en haut, tu sais, en tout cas, la famille habitait dans la maison. Fait que moi, ça a été... Moi, j'ai grandi avec plein de kids, là, c'est malade. Là. Je veux dire, grandir à Pointe-Saint-Charles, faire du vélo, police et voleurs, tag, partout dans le quartier, tu connais un peu tout le monde. C'était vraiment comme une enfance urbaine, mais remplie d'activités, tu sais, un peu comme, j'imagine, ce que les enfants vivent dans le plateau en ce moment. Là, j'habite dans le plateau, mais je les vois dans la ruelle, tu sais, ils ont beaucoup de fun, mais ils ont l'air d'avoir moins de fun que nous à Pointe-Saint-Charles quand j'étais jeune. C'est fun parce que c'est comme entre deux cours d'eau, tu sais, t'as le canal de la Chine, puis t'as le Saint-Laurent. Ouais. Fait que t'es comme enclavé de manière positive. Ouais, t'es bien à Pointe-Saint-Charles. C'est quoi tes endroits favoris aujourd'hui? Je sais que j'imagine que tu retournes moins à Pointe-Saint-Charles. À Pointe-Saint-Charles? OK.
Ah, c'est triste, man, mais le Québec Smoke Meat qui est fermé, qui était mon endroit de Smoke Meat préféré, qui était le meilleur Smoke Meat au Québec. Puis là, ils ouvrent un spot à sandwich, là. Ouais. Je sais pas qui est derrière ça, mais ça a l'air d'un spot à sandwich. J'espère que c'est comme soit quelqu'un de la famille polonaise qui avait le spot parce que c'était tellement bon. Mais il y a une pâtisserie polonaise juste en face du métro Charlevoix. Oui. Qui est un super spot, qui a des super bangs, des punkies, qu'on appelle, c'est des bangs polonais. Ah ouais. Ça, c'est un de mes spots préférés. Connie's Pizza, classique québécois, genre. C'est où? Sur le centre? Sur Charlevoix. OK. Connie's Pizza, c'est en face du Paul Patate. Paul Patate Frites, qui est la cantine où le casse-croûte où j'ai grandi, qui était un bar laitier avant. Ils ont plus les 24 saveurs de crème glacée. Ils les avaient quand j'étais kid, c'était malade. C'est là que Taxi Vendor a été filmé? Exactement. Moi, c'est genre en tout cas, c'est mes hot dogs préférés. C'est encore dans mes tops de poutine. J'en ai goûté beaucoup après dans ma vie, mais c'est encore dans mes tops de poutine. Connie's Pizza, juste en face sur Charlevoix. Je veux dire, Charlevoix puis Coleraine, c'est cette intersection-là. Des très cool spots à Pointe-Saint-Charles. Boom Jays. Oui. Sur Wellington. J'avais juste à côté, ouais. Super beau, super bon spot jamaïcain, si tu veux, comme du jerk chicken. Ils font leur jerk chicken dans des barils à l'extérieur l'été. Ouais. Oxtail. Incroyable. Sinon, qu'est-ce que j'aime? Moi, le YMCA au Pointe-Saint-Charles, ça a une appartenance. Et où exactement? Il est au bout de la rue H, je pense. OK. J'ai passé plusieurs années là. Plusieurs années dans ce YMCA-là. J'étais dans le programme After School Program pour les devoirs. Puis j'étais allé dans le control du YMCA. Puis j'ai rencontré toutes les kids de Pointe-Saint-Charles se retrouvaient un peu là. Fait que non, j'ai fait des très beaux, des beaux liens d'amitié avec le monde du quartier. Puis je sens aujourd'hui que j'ai plus une appartenance à Pointe-Saint-Charles grâce à mes expériences au YMCA. Puis vraiment, c'est fun de voir, mettons, un coin de la rue Centre qui avait peut-être moins d'amour, avoir un regain d'amour. 100%. Je sais pas si t'as vu, t'as le Clubhouse, l'hôtel maintenant, qui est ouvert sur Centre. Non, même pas. Ouais, c'est comme pas un hôtel chic, là, mais un hôtel clean. Nice. T'as le Clark, que je veux prendre des sandwichs. Ouais. T'as le June, la buvette June. Ouais. T'as le Milky Way. Le Café Bloom. Café Bloom. Café Bloom, c'était là, moi, quand j'habitais encore là. Ah Il a commencé dans. Ouais. C'est comme le premier café un peu comme cool, tu sais, third wave. Ouais. Les sandwichs déjeuner sont bonnes. Je veux dire, le Pointe-Saint-Charles, c'est malade, là. C'est vraiment un beau quartier. T'as une bibliothèque, une très belle bibliothèque. T'as comme 2 patinoires dans le parc juste en avant. T'as tout. T'as comme ton épicerie, des cool spots, des buvettes. T'as de la culture. T'as des bons restos. T'as encore l'histoire. Tu sens pas que tu sens pas que t'es dans un quartier complètement gentrifié. C'est pas. Tu as ton calme, t'as ta paix d'esprit. C'est pas. Il y a pas trop de monde. C'est vraiment comme top. Mais ceci dit, pas trop, achetez pas trop à Pointe-Saint-Charles. Regardez, genre, j'ai envie de retourner là, j'ai envie de me racheter un spot là-bas un jour. Fait que, gardons ça comme secret. C'est quoi tes lieux favoris pour consommer de la culture à Montréal? On les a nommés tantôt. Cinéma du Parc, Cinéma du Musée, Cinéma Beaubien. J'ai l'impression que le Cinéma du Parc, du musée a une plus grande programmation parce qu'on dirait qu'il est plus réservé pour faire des événements. Souvent, ouais. Pour des premières ou autres. Le Cinéma du Parc, j'ai pas été depuis les rénovations. Oh mon Dieu. C'est comme un de mes cinémas préférés, si ce n'est pas mon cinéma préféré de Montréal. Merci Denis Villeneuve pour un gros don. Ben oui. Qui a permis de tout renifier le cinéma. C'est tellement beau. Ça a l'air tellement beau. C'est beau, c'est vraiment beau. Je veux dire, les salles sont superbes. C'est quoi l'inspiration? C'est David Lynch, l'inspiration? Ouais, il y a comme le Red Room de Twin Peaks. OK, c'est ça. Je pense que c'est ça l'inspiration. En tout cas, je sais pas. Il y a comme une inspiration directe d'une inspiration de Denis Villeneuve. Quotez-moi pas là-dessus, mais c'est vraiment... Ils ont fait le décor, le design intérieur du Cinéma du Parc. Puis j'avais jamais compris il était où le Cinéma du Parc, même si j'habitais à côté sur des pins pendant 4 ans. Mais c'est comme dans le fin fond du sous-sol. Ouais. De ce petit centre commercial je sais même pas comment ça s'appelle. Abandonné, vraiment weird. C'est l'Atrium 2000? Ou ça, c'est le gros bâtiment derrière? L'Atrium 2000, c'est genre là, on patine, je pense. Ou l'Atrium 1000, ça. Ah, j'étais un patate. Mais c'est où il y avait l'ancien... faisait des pool parties, là. Les tours du parc. C'est ça, ouais, c'est ça que je voulais dire. La tour du parc. La tour du parc qui faisait des pool parties, là. Mais en fond, encore, là. C'est comme un spot, je sais pas, d'étudiants de McGill qui font le gros party l'été. Mais c'est en dessous de ça, puis il y a comme un bar, une genre d'épicerie, une SAQ. C'est weird comme endroit. Express. Un Saint-Hubert. C'est comme glauque comme endroit, mais le cinéma, il est super beau. C'est quoi un Prince Arthur Parc? Prince Arthur Parc, exactement. Ouais, faut vraiment que j'aille ouais. Ah, vas-y, je veux dire, tu vas adorer. Puis sinon, les autres places où je consomme la culture à Montréal, ben j'aime bien le musée des Beaux-Arts. C'est comme mon musée préféré à Montréal. Tellement beau. Je me sens bien. C'est incroyable. Ben oui, je veux dire, c'est comme... L'endroit est juste
l'endroit en tant que tel me procure du plaisir. Tu devrais t'acheter un abonnement. Je sais, on m'en a parlé. En bas de 30 ans, c'est 30$ ou 34$. Ouais. Ça donne des rabais partout ailleurs dans comme c'est mensuel ou annuel. Genre, tu sais, une entrée, je sais pas, c'est comme 22, 24. Ouais. Puis là, tu payes 30 pour l'année. Ouais. T'as 15% off dans plein d'endroits. Ouais. Là, tu vas au Art Gallery of Ontario, c'est gratuit. Musée d'art contemporain quand il va. T'es invité aussi dans des lancements, non? Dans les lancements de nouvelles. C'est comme la pré-ouverture des expositions. Ouais. Ça vaut tellement la peine. Là, moi, je viens d'acheter, vu que je pars dessus 30 ans. Je viens d'acheter. Ils ont comme. Tu peux faire ton abonnement à 4 personnes. Ouais. Fait que je l'ai pris avec mes parents puis ma tante. Fait que là, ça revient beaucoup moins cher que si, mettons, tu le prends un. Je pense que je vais faire ça. C'est vraiment une bonne idée. Je vais me mettre là-dessus. Là. C'est vrai. Ouais. En fait, t'es obligé. Prochaine fois qu'on se voit à Culture Head, tu vas voir, je vais avoir mon abonnement. Ta carte de membre. Et voilà, paf. Mais un de mes meilleurs amis a son abonnement, fait que je vois pas pourquoi je le ferais pas. J'irais avec lui ou bien ma copine. C'est comme... tu fais. Je sais pas comment tu le dis ça en français. La randonnée en splitboard. Ouais, du touring. Mais c'est ça. En fait, c'est quoi le terme en français? Du ski touring en splitboard. Du ski, ouais, du touring. D'ailleurs, on en a fait ensemble. C'est ça. Ouais. Ouais, on a pris des super photos. J'essaie de me faire sponsoriser par Arc'teryx, ça n'a pas marché. Je fais pas assez de sport. Presque. Non, presque. Non, mais passons aux choses sérieuses. Oui, j'adore. C'est quoi tes spots préférés? Mes sports préférés? Tes spots préférés. Mes spots préférés? On va en faire. Sutton, hier, avant hier, pendant la tempête, là, la deuxième bonne journée de neige, j'étais à 2 doigts de me lever, comme il était tôt, là, à 5-6 heures du matin, puis aller sur le Mont-Royal, puis essayer. C'est juste que j'ai pas encore scouté les spots. Je sais pas trop comment m'aventurer là-dedans. Je sais pas si j'ai le droit aussi, là, mais c'est comme tu fais ça super tôt le matin, il y a personne. Tu montes avec ton split, puis tu descends. Imagine si les gens font du ski de fond, ils doivent bien avoir une C'est sûr. Ça, où on est allé, c'était quoi encore? C'était la réserve. La réserve, ouais. La réserve, c'était super cool. C'est juste que t'as accès à de la grosse neige, de la poudreuse. Là, pour n'importe quel amateur de ski ou de snow, c'est le rêve. Là. C'est comme skier ou faire du snow sur un nuage. Il n'y a rien de plus satisfaisant. Il n'y a aucun feeling qui te donne. Puis en plus, tu as fait tout ton cardio, ton workout en montant. Après une journée de touring, là, tu te sens bien. Tu es comme... tu peux rentrer chez vous, enlever tes bottes, partir le feu, puis là, t'es rassasié. C'est quoi ton sauna préféré à Montréal? Mon sauna préféré à Montréal? J'aime bien lui dans l'espace Thomas. Il est très, très cool. Ceci dit, moi, je suis abonné au Midtown. T'as changé d'endroit? Non, je suis encore au même endroit. Le Midtown à Montréal... C'était à Outremont, hein? Outremont, ouais. C'est que t'as tout en un gym, là. C'est comme... Gym, spa. T'as gym, spa. Sauna, ouais. Ouais, comme je veux dire, c'est moi j'ai besoin j'ai besoin d'avoir un bel endroit pour me donner un coup de pied dans le cul pour y aller, tu sais. Puis malheureusement, quand je m'entraînais au Econo, j'étais pas assez assidu. Ouais. Je slackais. Puis je me suis dit, regarde, si je suis capable de travailler là-bas, c'est parce que j'amène mon ordi, je travaille, j'étudie mes textes, je suis capable de tout ce que j'ai à faire dans ma journée à un endroit, pourquoi pas investir dans cet endroit-là, qui est le Midtown. Oui, c'est cher, mais écoute, pour moi, ça coche toutes les cases. Fait que voilà. T'es un fan de boxe? J'étais un grand fan de boxe, oui. Qu'est-ce que t'as pensé de Tyson Paul? Hey. Je veux dire, regarde. Je sais pas trop, là. Je trouve que c'est... Il y a un côté positif. Là, ça emmène des yeux et ça emmène de l'engouement par rapport à des matchs de boxe. Il y a plus de fans de boxe après ces matchs-là. Ça, c'est cool, puis c'est bon pour la boxe parce que c'était un peu un sport qui était sur un... Qui a vécu dans l'ombre à cause du UFC. Exactement. Puis qui est un sport que je trouve extrêmement noble, la boxe. Là. C'est pas comme le 7e art. Le pugilisme, c'est comme le 7e art. J'ai entendu ça, moi. Je sais pas... Les boxeurs disent ça. Exact, les boxeurs disent ça. Mais il y a quelque chose de noble. Il n'y a pas de coup derrière la tête. Il n'y a pas de coup de pied. Il n'y a pas de coup de genou. C'est juste tes mains, toi, contre ton adversaire. C'est de l'escrime de main, en gros, la boxe. Oui, c'est très dangereux. Tu joues pas à la boxe. C'est un sport de combat. Mais il y a quelque chose il y a aussi quelque chose dans le fait de... Quand tu fais du sparring, des combats techniques, comme n'importe quel autre sport, j'imagine, au niveau extrême, il y a comme... Tu es dans une zone où tu oublies complètement ce qui se passe autour de toi. Il y a comme... Un état de transe. Un état de transe que j'ai rarement retrouvé, sauf quand j'allais super vite en snow ou bien quand j'étais comme en train de sparer. Il y a quelque chose de très... Moi, qui m'apporte beaucoup de calme, bizarrement.
Ben, en fait, c'est pas une belle. Tu sais, tu te bats, puis après ça, t'es un calme, Mais ceci dit, je me bats plus, là. Je fais plus de combats parce que je veille à mon cerveau, puis j'ai pas envie de mettre des petits combats techniques de temps en temps. Ouais. Parce que j'ai pratiqué la boxe aussi pendant presque 10 ans maintenant. C'est parce que les gens se rendent pas compte que les comédiens, comme votre corps, c'est votre outil, fait que vous devez vous assurer qu'il n'y a pas de problème. Ben non, effectivement. Ça vous freine. Est-ce que tu trouves que ça te freine beaucoup? Que mon corps, ce soit mon... Ouais, ça te freine beaucoup à essayer des choses dans la vie? Non, moi, non. Je suis sûr qu'il y a d'autres personnes, oui. Moi, je suis comme... Non, je trouve que... Ouais, non, je vis bien même malgré le... C'est sûr que je fais plus attention, mais je fais tout ce qui me passe par la tête, tout ce que j'ai envie de faire, je le fais, tu sais. Mm-hmm. D'ailleurs, mettons un acteur connu que lui, ça a un peu détruit sa carrière, c'est Mickey Rourke. Ah qui ouais? a fait de wrestler. Il était boxeur professionnel, puis je pense qu'il s'est fait soit casser le nez ou casser une partie de son visage, puis il y a eu des chirurgies plastiques par après, puis ça a été un méga downfall. Là, c'est vrai qu'on l'a pas vu beaucoup depuis... Je pense qu'il a fait un petit comeback, mais c'est rough, ça a été rough pour lui. The Wrestler, c'était huge. Ouais, puis Rumblefish, qui est un vieux film, je pense que c'est Coppola qui a fait ça, Rumblefish, Francis Ford Coppola, avec Mickey Rourke, qui est incroyable là-dedans. C'est aussi un de mes films préférés. J'espère que la même chose va pas se passer avec Zac Efron. Ouais, c'est rough pour lui, man. Ben, rough, je sais pas. Je pense que ça va super bien sa carrière. Il était super bon dans The Wrestler, mais je veux dire, je pense qu'il y a eu quand même des chirurgies plastiques qui sont... Ça a beaucoup changé. Ça a beaucoup changé la composition. La composition de son visage, effectivement. Est-ce que Tyson, son combat, était meilleur ou moins bon que tu pensais? Mettons, Bastard C. Mais c'est sûr qu'on s'est fait hype up par des vidéos promotionnelles qui montraient Tyson comme un super tigre. Explosif, en pleine forme, fonçant, plein d'énergie. Puis après ça, au combat, il était très... Je pense qu'à partir du 3e round, il était mou. Il était mou. Là. On dirait qu'il avait peur de frapper. Puis je comprends aussi à la boxe, tu frappes, tu t'ouvres. Fait que si tu frappes et tu manques ton coup, hop, il y a un autre coup qui arrive. Fait que peut-être qu'il y avait une certaine peur. Il y a beaucoup de gens qui disaient que c'était rigged, que c'était arrangé. J'ai de la misère à croire à ça. Peut-être. Je sais pas trop. Mais c'est sûr que c'était décevant comme combat. Puis je veux dire, Tyson a 60 ans. Donnez-y son respect. Il a été champion du monde multiples fois. C'est un des meilleurs poids lourds ever. Regarde. C'est de l'argent. Là. C'est une business, cette affaire-là. Là. On a tout embarqué là-dedans en pensant que ça allait être magnifique. Mais tu sais, non, c'est à la fin de l'argent, c'est juste... À la fin de la journée, c'est juste pour l'argent. Tu penses que Paul va aller vers où après? Je sais pas, moi, il s'est fait call-out par le champion mi-lourd unifié du monde, Arthur Beterbiev, qui s'entraîne à Montréal, qui vient de Montréal, qui est le meilleur boxeur au monde. Je pense presque pound for pound, comme les termes de boxe, là, pound for pound, ranked number 1 in the world. Fait wow, je sais pas. Numéro 1. Il est russe, mais il s'entraîne à Montréal depuis 10 ans, presque, ou peut-être un peu plus. Pourquoi? D'ailleurs, parce qu'on est une ville avec une grande histoire de boxe, Montréal. On a tellement eu de champions, là. On a la boxe dans le sang, Montréal, pour vrai. Même nos gyms de boxe sont reconnus internationalement. À part Jean-Pascal, on n'en parle jamais. Jean-Pascal, Stevenson, Arturo Gatti, David Lemieux. Tous des champions du monde, là, qui ont été champions du monde, en tout cas, qui viennent de Montréal. C'est fou, là. Par ville, je veux dire, on a peut-être New York ou genre Philadelphie qui ont autant de champions, mais on a beaucoup de champions. Là. On a une grande histoire de boxe à Montréal. Donc c'est comme Philippe Lesage, la boxe est boudée. La boxe est boudée, ouais. La boxe est boudée. Mais d'ailleurs aussi, une petite parenthèse, je pense que durant l'ère de la prohibition à Montréal, je pense que les combats de boxe, il y a beaucoup de combats de boxe qui se faisaient ici. Il y avait tout comme la ville du vice, c'était Montréal, tu sais, dans le temps de la prohibition. Fait qu'il y avait tout. T'avais des bordels, des matchs de boxe, des casinos, de l'alcool. Je pense que ça doit dériver de ce temps-là, en fait. Y a-tu répondu à son offre de le battre, de le combattre? Non. Il va sûrement pas le faire. Dans le sens, c'est sûr qu'il se ferait démolir. C'est parce qu'il se bat juste contre des gens en périphérie. Exactement. Fait que c'est tough. Ben, je pense que ça défrait tout son marketing. S'il se mettait une fois, il se battait contre un vrai boxeur puis il se faisait complètement humilier, puis personne ne voudrait regarder Jake Paul. Fait qu'il fait des choix stratégiques. Ouais. Il est bon pour un non-boxeur. Exact. Ben, il est bon. Là. Il est bon, mais il est bon pour un... Il est vraiment bon. C'est comme un bon boxeur amateur. Comme un très bon boxeur amateur. Quelque chose que les gens, je pense, se rendent pas compte de la boxe, c'est que c'est vraiment cardiovasculaire. Oh mon Dieu, c'est messed up à quel point c'est soufflant. Ah, c'est fou, là. Prendre un coup, c'est comme lancer 5 coups.
Le fait de prendre des coups, ça change complètement la donne. Là. C'est parce que comme... Mais t'es un peu en état de panique, t'es un peu en état de survie. Tu sais, il y a comme tout ça, le cœur pompe plus. C'est comme si t'étais constamment en état avec genre un boost d'adrénaline, mais t'as plus d'adrénaline. Fait que t'es comme... C'est dur là, pour le corps. Faut vraiment que tu sois en confiance de tes moyens pour bien boxer puis être capable de comme... Faut que t'aies beaucoup d'expérience pour que ça devienne pas trop essoufflant. Là. Parce que les gens, quand ils embarquent dans le ring pour la première ou deuxième fois, c'est... Après un round, c'est fini. Là. Ils sont même plus capables de tenir debout. Là. Les gants sont de même, là, c'est fou. Ouais. Y a-tu des choses que t'as vraiment hâte cinématographiquement parlant dans les prochains mois? Nosferatu. Le prochain film de Robert Eggers. Neil il est venu au podcast. Ouais. Puis j'ai demandé quel film, la même question que toi, quel film il a donné le plus d'émotion récemment. Il est comme la bande-annonce de Nosferatu. Je sais. Qu'est-ce que ça a l'air vraiment bon. Je savais pas que c'était Lily Rose Depp. Ouais. Qu'est-ce que ce réalisateur-là a fait avant? Parce qu'on dirait... The Witch. J'avais jamais entendu... The Lighthouse. The Witch, The Lighthouse. C'est les deux seuls qui me viennent en tête pour le moment, mais moi j'adore son cinéma. The Witch avec Anya Joy-Taylor, c'est vraiment bon. Puis The Lighthouse avec Robert Pattinson puis Willem Dafoe, c'est incroyable. Il fait un peu des films weird, souvent en noir et blanc. The Witch, c'est pas en noir et blanc, mais The Lighthouse, ça l'est. Mais mettons, il y a une vibe, c'est le fun, ces films. Il y a comme... je sais pas... C'est considéré des films d'horreur? Un peu, ouais. Des thrillers horreur. C'est vraiment bon. Puis ça sort, je pense, février, c'est ça? Ça sort le jour de Noël. Ah, shit, c'est vrai. Ça sort le jour... Fait que ça, j'aimerais beaucoup voir ça. Je n'ai pas encore vu Berger. Donc, je vais aller voir Berger. C'est beau. Je suis sûr. Puis... Je trouve que l'histoire est fun. Comme le fait que c'est un gars qui travaille dans une agence de pub à Montréal qui comme fuck tout cette superficialité. Ouais, puis hop, je m'en vais devenir Berger. C'est vraiment... Ça ground. C'est un film qui ground, je trouve. Puis les paysages sont magnifiques. Puis juste tourner avec des moutons. Des moutons, ça doit être insane. C'est sûr. Je pense que ça devait être trippant, là, tourner ça. Là. Je pense que Félix-Antoine Duval, oui. Je pense qu'il a trippé. Là. Je l'ai vu, d'ailleurs, dernièrement, il était à la première... Il est venu voir le film au Beau-Bien. Je m'excuse, Félix. J'irai voir Berger aussi. Fait que... Je l'avais jamais vu avant, jouer. Félix, il avait joué... Moi, j'ai joué dans l'échappée avec lui. Ah ouais? Ouais. Oh shit. Ouais. Très cool. Très cool. Super acteur aussi. Sinon, de quoi t'as hâte? Qui s'en vient? Ouais. J'ai hâte de prendre du temps pour moi puis la famille pour le temps des fêtes. C'est un peu bien général comme réponse. Mais sinon, j'ai hâte à la nouvelle année. J'ai hâte de voir ce que la nouvelle année me réserve. Dernièrement, j'ai signé avec des managers à Los Angeles. Fait que j'ai plus il y a plus d'opportunités qui se présentent à moi au niveau international. Puis à date, j'ai eu des super belles auditions. J'attends des réponses, on verra. Fait que j'ai l'impression, j'espère en tout cas booker quelque chose l'année prochaine avec eux. J'aime tellement cette équipe-là. Ils sont tellement cool. Ils me comprennent beaucoup. Ils aiment le genre de cinéma que moi j'aime. Fait que la collaboration avec eux est superbe. Puis j'ai hâte de voir ce qui va se passer au niveau professionnel avec eux. Sinon, j'aimerais voyager. J'aimerais retourner en Nouvelle-Zélande voir ma famille l'année prochaine. Puis peut-être retourner à Berlin parce que j'adore cette ville. J'ai redécouvert. Je suis allé 2 fois pour le festival de films de Berlin, mais la dernière fois, je l'ai vraiment redécouvert en tant qu'adulte. Puis quelle ville, quel endroit. Mettons, aux yeux de tes managers à Los Angeles, à quel point, comme le feu, mets un pourcentage, à quel point ça a augmenté comme ta crédibilité ou ta notoriété? Pour eux? Ouais. Eux sont venus voir le film. Quand j'ai rencontré plusieurs managers à LA, c'est comme une question de avec qui je clique le plus, leur pitch, ils font un genre de pitch, puis tout, tu vois comment tu te sens par rapport à la collaboration entre toi puis eux c'est les seuls qui sont venus voir mon film directement la journée que je les ai rencontrés. Puis eux, ils ont adoré, là, ils ont vraiment, vraiment adoré. Puis je pense que puisque c'est reconnu, ça a été reconnu internationalement, je pense que ça augmente la crédibilité de presque de 100%. Juste parce qu'on a des critiques dans le Hollywood Reporter, Variety, Le Monde, en France. C'est sûr que ça augmente la crédibilité. Puis c'est sûr mais je pense qu'ils ont vu mon travail puis ils ont fait « on aimerait travailler avec un acteur comme moi. C'est quelqu'un qu'on aimerait représenter. » Donc, puis on s'entendait très bien. Fait que ça s'est comme fait naturellement, tu sais. C'est quoi un exemple de pitch d'un gérant envers les acteurs? Tu sais, c'est drôle, là. Je veux dire...
Ils ont tous eu un pitch différent, mais tu sais, il y en a eu un classique qui était comme, tu sais, ouais, man, tu sais, bien installé là, dans son bureau, là, puis comme, tu sais, si tu fais le travail, man, c'est ça qui va arriver, là, tu fais le travail, il y a des choses qui vont arriver. No bullshit, tu vois, no bullshit. C'est très comme macho, LA, genre, comme, je sais pas, la vibe était drôle, là, la vibe était... Je le ferais mieux en anglais, là, c'est sûr, mais comme c'était une vibe un peu comme dans les films, là, de genre manager de film. On dirait presque un manager de joueur de sport, là, comme qui a un genre un crayon où il genre, joue avec une balle de stress dans sa main, qui te regarde une ou deux fois, puis il est comme, tu sais, ouais, tu de l'eau, tu sais, des affaires de même, mais ouais, c'était... Comment ça se passe, ils te pitchent, ils te disent dans quoi t'as envie de travailler, c'est quoi tes films préférés, tes réals préférés, à quoi tu dirais non, à quoi tu dirais oui. Des questions pour savoir où tu t'enlignes professionnellement. À quoi tu dirais non? À quoi je dirais non? Des sitcoms. Oh shit. Des rom-coms. Des quotidiennes? Des quotidiennes. C'est sur la ligne. Sur la ligne. Faudrait que ça soit une super... Non. Quotidienne, non. Ouais. Mais ça dépend, là. Ça dépend. Peut-être, ouais. Genre ici, au Québec, je ferais une quotidienne parce que, mais aux States, je suis pas sûr qu'une quotidienne, genre un CSI, Miami, New York, non. Ouais. CSI Miami, j'ai tellement binge ça pour eux. Mais c'est que c'est chill, mais c'est que ça enlève la passion. Ouais, c'est comme une job. C'est l'opposé du rythme de tournage de Comme le feu. Littéralement. C'est jour et nuit. C'est même pas le même jour et nuit, ouais. C'est même pas... Tout est comparable, mais c'est pas comparable. Ouais. Ouais, voilà. C'est ça. Noah, merci beaucoup d'être venu au podcast. Ah, ben merci à toi, man. Premier podcast. Je suis super content. Ouais, vraiment, mon premier podcast à vie. Premier podcast, yes. Let's go. Yes! On se voit bientôt. Culture Heads? Culture Heads. Malade. All right. Thanks.